En tant qu'acteur de communication, on est très souvent amené à intervenir auprès de nos clients pour mettre en place des campagnes d'influence, dites d'influence, afin d'engager les cibles au profit d'une marque, d'une cause ou même d'une entreprise. On s'est rendu compte que notre capacité à évaluer l'engagement de ces campagnes était reposée sur une science qui était somme toute assez abstraite, peu définie et qui méritait d'être creusée, d'autant plus qu'aujourd'hui ce travail d'évaluation intervenait plutôt a posteriori plutôt qu'a priori. Pour ce faire, on s'est appuyé sur 3 experts en neurologie, en psychologie et en anthropologie qui ont travaillé avec moi au cours de ces 10 derniers mois afin de définir justement ce qu'on entendait par levier de l'engagement. Ces 3 experts ont défini d'une part 10 principes de l'engagement et 19 éléments de l'engagement qu'on est ravis de détailler aujourd'hui et qui constituent une base valable quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la problématique. C'est-à-dire que ces éléments sont applicables à la fois pour une marque de grande consommation, pour un parti politique, pour un club de football, pour une entreprise industrielle, pour un groupe industriel ou encore pour une banque. Ce qui est important de voir, c'est cette idée de principe et d'éléments comme quelque chose qui est dynamique. C'est pas figé. Grâce à ces principes, grâce à ces éléments, on arrive à adapter les stratégies d'engagement à un ensemble de situations extrêmement variées. Parmi ces stratégies, parmi ces contextes, ce qui est important de voir aussi, c'est la possibilité de retrouver des invariants. Le fait que d'une situation à une autre, d'un secteur à un autre, d'une cause à une autre, on va retrouver des choses qui seront toujours quelque part les mêmes. Par exemple, le fait, et ça c'est très important pour nous, que l'engagement soit une ressource qui est limitée. À savoir qu'à partir du moment où l'on décide de s'engager pour une cause vers une marque, par exemple, on va devoir renoncer à quelque chose. Et la plupart des stratégies aujourd'hui qui sont mises en œuvre sur le marché d'engagement, elles oublient cette partie-là. C'est-à-dire qu'il faut accompagner les gens, les aider à renoncer à quelque chose. Car s'engager, c'est avant tout renoncer. Qu'est-ce que cela veut dire? À un moment, il va falloir identifier ce que les personnes avec qui on interagit vont vouloir laisser de côté, pour pouvoir se focaliser sur le but qu'on aura fixé. Imaginez une cause, engager de l'argent donné pour une grande cause, c'est de l'argent que vous aurez en moins pour consommer au quotidien. Et il faut arriver à convaincre les gens qu'il est plus important de dépenser son argent d'une façon que d'une autre. Cette idée de ressources limitées de l'engagement, elle est primordiale. Elle est primordiale parce qu'elle va être au cœur aussi d'un phénomène de réciprocité qui est très très important. Elle va être au cœur de nombre de nos principes. Parmi les principes, on trouve celui notamment de la rationalisation a posteriori. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous demandez à une personne pourquoi elle aime une marque, pourquoi elle a voulu s'engager pour une cause, pourquoi elle est touchée par un homme politique par exemple, les gens vont toujours trouver une explication rationnelle. On a toujours de bonnes excuses, de bons motifs pour nos actions. En définitive, la plupart de ces motifs, la plupart des raisons qui motivent nos décisions, nos comportements, on n'y a pas accès. En tant qu'individu, on trouve toujours des explications, mais ces explications ne sont pas les bonnes. Et souvent, la plupart des méthodes qui sont employées aujourd'hui, elles sont basées sur ce rendu verbal, c'est-à-dire on demande aux gens ce qu'ils pensent, on demande aux gens ce qu'ils préfèrent. Ce qu'on a essayé de faire avec la science de l'engagement, c'est aller outre cette partie déclarative et de se baser sur des travaux d'anthropologie, de psychologie et de neurosciences pour mieux comprendre quels étaient les mécanismes en jeu, comment les gens interagissaient, comment la confiance s'installe. C'est très important aussi de voir cette notion d'asymétrie dans la création de l'engagement. La confiance, ça met des années et des années à se construire. Ça peut disparaître en quelques secondes. Ça, c'est un élément aussi qui est très important pour nous, à savoir comment on va jouer avec cette asymétrie dans la construction comme dans la disparition quelque part. Et on sait que l'engagement envers une cause peut pâtir d'une toute petite information qui peut-être n'aura pas à voir avec le produit final, avec la marque, mais qui, pour des raisons qu'on ne maîtrise pas toujours ou qu'on ne maîtrisait pas toujours, fait en sorte que la marque pâtit, que les gens se détournent d'un produit et d'une marque, alors qu'a priori, il n'y a pas de raison plus logique que ça. Prenez par exemple les buzz qui existent aujourd'hui sur l'Internet, le fait qu'on soit dans une société où l'information fourmille et que les gens ne peuvent plus maîtriser l'information, maîtriser les canaux de transmission de l'information comme ça a été le cas pendant des décennies. Pendant des décennies, le schéma était relativement simple, même s'il nécessitait des experts, mais on communiquait à travers la presse, la radio et la télévision.
avec une certaine maîtrise de la communication. Aujourd'hui, on est dans un système de communication qui est totalement réciproque. C'est-à-dire que non seulement l'idée de communiquer, c'est d'envoyer de l'information, de transmettre de l'information vers les gens, mais il faut aussi que les gens soient engagés. C'est-à-dire qu'en partageant de l'information, on puisse arriver à toucher les gens de telle manière qu'ils aient l'impression, à minima, mais dans le meilleur des cas, qu'ils participent vraiment. On peut toucher les gens de telle façon qu'ils puissent avoir l'impression de participer, qu'ils contribuent. Communiquer aujourd'hui, c'est plus uniquement l'acte d'envoyer de l'information à quelqu'un, c'est aussi l'inclure dans le processus. Et pour une marque, d'engager ses consommateurs, c'est de faire en sorte de les écouter, de prendre en compte ce qu'ils ont à dire. Non seulement leurs désirs, mais aussi les recommandations qu'ils peuvent avoir sur le produit, sur un process, sur tout ce qui peut nécessiter quelque part cette relation réciproque entre une marque et son client, une cause et les personnes qu'elle souhaite engager dans cette cause. Ce syndrome IKEA, il est très intéressant dans le sens où on a une tendance à s'approprier ce pour quoi on a passé du temps. C'est-à-dire que si quelque chose nous arrive quelque part tout préparé, on sera d'autant plus attaché à un meuble qu'on l'aura monté. On sera d'autant plus attaché à un plat et au repas qui va avec qu'on aura cuisiné. C'est tout le principe de s'engager dans une action. Et le fait qu'à partir du moment où un objet, une action, une cause ont nécessité qu'on investisse du temps, de l'argent, qu'on fasse des sacrifices, qu'on renonce, elles auront d'autant plus de valeur à nos yeux. Et il sera d'autant plus difficile de nous en détacher. Et ça, c'est primordial. Aux États-Unis, dans l'industrie agroalimentaire, une marque a lancé de la pâte à pancake toute prête. Et c'est un très bon exemple du pouvoir de l'engagement. Pourquoi? Au début, c'est quelque chose qui a très bien marché. Et au fur et à mesure, on s'est aperçu que les ventes s'estompaient. On ne comprenait pas trop pourquoi. Et puis quelqu'un a eu l'idée de dire, mais peut-être que c'est parce que les gens n'ont plus rien à faire. Donc, on a continué à commercialiser cette pâte à pancake, mais on demandait aux gens de rajouter les œufs. Donc il y avait un acte d'engagement, de participation. Et ça a permis de relancer le produit et d'en faire un succès encore plus grand. Un engagement réussi, c'est arriver à faire en sorte que les gens repartent avec beaucoup plus qu'ils n'ont attendu. Et les principes que nous proposons, qui sont quelque part génériques, à savoir qu'on peut les appliquer à énormément de secteurs, ces principes ils vont être précisés par les éléments de l'engagement. Et c'est à travers les combinaisons de différents éléments qu'on va arriver à avoir la stratégie la plus efficace. Tous les éléments que nous proposons dans le rapport ne sont pas utilisés à chaque fois, ils ne sont pas applicables à tous les contextes. Par contre, c'est le mélange subtil, une espèce de cuisine de très haut niveau, de grands chefs, qui va nous permettre de créer un engagement qui va non seulement engager l'attention des gens, mais qui va être durable sur du long terme.